Alors, Serge Pavlovitch Diaghilev, Un pont entre la Russie et la France, c'est le titre de mon dernier ouvrage qui va paraître comme le précédent sur Saint-Pétersbourg aux éditions Apopsix. Il rend hommage à un personnage capital de la culture européenne de la fin du 19e et du début du 20e siècle. Je dois ce titre à M. Alexandre Alexeyevitch Adveev, alors ambassadeur de la Fédération de Russie en France, qui l'avait prononcé le 23 janvier 2003 lors de l'inauguration du buste de Diaghilev au théâtre des Châtelets, où ont été créés en 1909 les premiers ballets russes. Cet anniversaire se conjuguait avec celui du 80e anniversaire de la mort de Diaghilev, et qui est donc mort en 1921 à Venise. C'est un homme qui a une importance capitale dans la culture, non pas seulement dans le ballet, on parle toujours des ballets russes, mais en fait il avait créé les saisons russes. Cette importance capitale a été signalée par Bronislava Nijinská, la grande danseuse, la sœur de Nijinsky, qui disait « Le nom de Diaghilev tint une place prépondérante dans l'histoire du ballet, mais aussi dans dans celle de l'art en général. Il contribua plus que quiconque en Russie à éveiller l'intérêt pour nos peintres, à éveiller l'attention sur eux et à les rendre célèbres, non seulement en Russie, mais dans le monde entier. » En effet, Diaghilev a commencé à conquérir l'Europe, à faire une croisade pour l'art russe à partir de 1906 réellement. Auparavant, il s'était fait les dents à Saint-Pétersbourg, ville où il habitait, en créant des expositions de peinture, ça lui avait pris d'ailleurs d'un seul coup, ça, l'exposition de peinture, parce que c'est en 1895, il est arrivé à Saint-Pétersbourg en 1890, et il ne pensait qu'à une chose, c'était d'aller au théâtre et de faire des mondanités. Mais tout à coup, ça lui a pris, il s'est mis à la peinture, et très vite, il est devenu un historien de la peinture russe, et il voulait faire une grande encyclopédie du XVIIIe siècle, des peintres au XVIIIe siècle, mais il n'a pu faire qu'un seul volume. Il s'est intéressé donc aux peintres modernes, il est devenu un grand spécialiste de toute la peinture russe, et pas seulement russe, européenne. Il a organisé à Saint-Pétersbourg des expositions sur les peintres français, bien sûr, qui avaient sa préférence, et sur des peintres suédois, danois, allemands, etc. etc. Alors, la peinture l'a amené à faire une revue sur l'art, qui s'appelait Mir Iskousstva, ce qui veut dire le monde de l'art, et qui m'a donné l'idée de créer Mir Iskousstva i Literatura, le monde de l'art et des lettres, une revue consacrée aux arts non seulement russes, mais européens. Alors, sa dernière exposition, il en a fait, on va pas développer ici, mais la plus importante était celle de 1905, où il avait réuni plusieurs milliers d'œuvres, et qui s'appelait au palais de Tauride, et ça s'appelait 2 siècles d'art russe. Il avait été inauguré par l'empereur, ce qui lui donna un grand aura, et bon, il vit que son avenir en Russie était arrêté, n'allait déboucher sur rien, et il a décidé donc d'aller faire sa croisade pour l'art russe, et de venir bien entendu à Paris, parce que pour les Russes à l'époque, Paris c'était la ville élue. Et la première manifestation qu'il a fait donc à Paris, c'est en 1905, une exposition consacrée à 2 siècles d'art russe, depuis les icônes jusqu'aux peintres modernes. Elle a été suivie l'année suivante d'une sorte de festival de 7 concerts de musique russe, où il y a eu des œuvres célébrissimes de tous les grands auteurs, et il avait fait un essai de
faire chanter Chaliapine, qui a eu un succès considérable et qui a donc lui a donné l'idée de faire de l'opéra. Donc, en 1908, la troisième saison russe a été consacrée à l'opéra Boris Goudounov, qui a eu un succès triomphal. C'était la première fois que cet opéra était joué en dehors de l'Europe. Elle avait eu presque plus de succès qu'elle n'avait eu à Saint-Pétersbourg, parce qu'elle ne correspondait pas tout à fait aux critères habituels et Moussorgsky a dû le refaire plusieurs fois. Alors, il s'est ensuite lancé en 1909, pour la première fois, dans les ballets. Et là, ça a été une révolution. Tout le monde s'est dit était étonné de la nouvelle formule. Parce que Diaghilev a toujours été un traditionnaliste. On dit qu'il est quelquefois d'avant-garde. Il n'est pas d'avant-garde. Il est d'avant-garde parce qu'il donne l'impression de faire du nouveau en utilisant des formules anciennes. Mais oui, on va me dire, bah oui, mais certains ballets d'art contemporain, etc. Oui, il y a eu des choses très choquantes, mais c'était un peu pour raviver le sujet, et puis pour qu'on parle de lui, pour faire un peu de scandale. C'est le scandale qui rapporte, c'est pas la conformité. Alors, il a commencé donc à faire toutes sortes de ballets, et la formule était d'autant plus intéressante et révolutionnaire qu'il a changé le décor. Le décor des ballets russes, des ballets en règle générale, c'était des couleurs pas fadasses, mais enfin, ils sont très beaux. Hein, ces ballets, ces décors, on peut en voir exposés au musée de l'Opéra de Paris. Mais là, lui a changé la formule en le donnant les décors à faire à des artistes peintres, des artistes de chevalet, d'où des couleurs puissantes, violentes même, et des formes qui représentaient plutôt des tableaux. C'est d'ailleurs, comme dit Liffard, il a voulu faire des ballets qui étaient des tableaux mouvants. Alors laissez faire les peintres sont les inspirateurs du ballet. C'était l'idée même donc des ballets russes de Diaghilev. Il a aussi innové, c'est toujours difficile de dire innover. Oui, il a innové à partir du moment où il a changé le conformisme en faisant des ballets dramatiques. Ça n'était plus des grands ballets qui duraient 2 heures ou 3 heures, c'était des petits ballets avec une histoire. Et nouveauté, là c'était vraiment une nouveauté, il a pris des danseurs masculins. Auparavant, il n'y avait que des femmes qui dansaient, et d'ailleurs qui attiraient la clientèle des vieux messieurs qui entretenaient leurs danseuses. C'est pour ça, vous connaissez l'expression, on dit « j'ai ma danseuse, il a sa danseuse », etc. Et les hommes qui apparaissaient quelquefois, c'était les pompiers du théâtre que l'on utilisait pour soulever la danseuse. Lui, au contraire, il a bien commencé, puisqu'il a commencé par Nijinsky, qui en quelques minutes est devenu célèbre à Paris avec le saut extraordinaire qu'il a fait. On n'était pas habitué à ce genre de danse qui était un peu la danse à tutu, les danses un peu romantiques, disons. C'était romantique. D'abord, on appelle ça le ballet romantique. Lui, avec Diaghilev, ce sont d'authentiques œuvres dramatiques. Des œuvres comme dans la conception antique et de la pantomime. Et il racontait une histoire, une petite anecdote, ou quelquefois qui pouvait être dramatique, qui pouvait être amoureuse, etc. Mais aussi dans un esprit particulier, celle du Gesamtkunstwerk, j'espère que je prononce bien, qui était la synthèse des arts existants. La musique, la peinture et la chorégraphie se mêlaient ainsi dans un même ballet. Le symbolisme était bien sûr à l'origine de cette façon de procéder. C'était la période du symbolisme, ne l'oubliez pas, et on faisait, qui était très marquée par l'œuvre wagnérienne. Et pourtant, Wagner n'a jamais été utilisé dans les ballets russes, mais il avait donné une idée.
Alors, que pourrait-on dire des ballets russes en quelques minutes? Qu'il faut acheter mon livre, parce que je raconte tout ça, c'est un gros volume, et je parle de l'évolution de la danse, de ses rapports avec la peinture, avec les peintres. À l'origine, bon, ça s'appelle les ballets russes. Ça ne s'est pas appelé les ballets russes tout de suite, ça a été les ballets russes de Diaghilev, et c'était fait avec des danseurs, des chanteurs, oui, parce qu'il y avait des opéras, et il y avait des extraits d'opéra, avec toutes sortes de personnages, et c'est en 1911 qu'il a créé pour la première fois une compagnie qui s'est appelée les Ballets Russes, avec un B majuscule et un R majuscule, pour bien montrer que ce ne sont pas des ballets russes, des ballets de Russie, comme quelquefois on le fait. Alors, il cherchait un endroit où se fixer. Monaco, Monte-Carlo, ça a été sa nouvelle affectation, si j'ose dire. Et de là, il a eu quand même les mécènes qui lui permettaient de monter des ballets et qui ont pu être connus dans le monde. Il ne faut pas oublier que les ballets de Diaghilev, les saisons de Diaghilev, sont toujours montés dans le monde entier depuis près de 100 ans, puisqu'on a fêté le centenaire en 2009. Et qu'elles ont toujours autant de succès quand on a pu garder à la fois les costumes, les décors. Beaucoup ont été refaits, bien sûr. Il y a des costumes et des décors de Picasso qui ont été perdus. Picasso, je dis ça parce que c'est l'un des derniers. Mais il a utilisé à l'origine des artistes russes, d'où le nom de ballet russe. Mais très vite, il a commandé, et des artistes musiciens, des compositeurs musiciens. Et après, il a demandé, très vite, dès 1909, dès la première année, à Fauré, à Ravel. Fauré n'était pas prêt parce qu'il avait une commande, mais Ravel, tout ça, beaucoup de compositeurs français ont créé des saisons russes, des ballets russes, et ainsi que des peintres français. Bon, ce serait une litanie de vous dire les noms. Les plus grands, bien sûr, c'est Debussy, Ravel, c'est Poulenc, c'est Satie, parmi les Français. Parmi les Russes, c'est Rimsky-Korsakov, bien entendu. C'est toute une kyrielle de musiciens dont je vous propose de faire connaissance dans mon livre qui est prévu de paraître à la fin janvier. Alors, quoi vous dire de plus? Eh bien, c'est un gros livre qui essaiera de donner le maximum d'informations et de réveiller un peu cette curiosité qui intéresse tout le monde. Quand on fait des reconstitutions des ballets russes à Paris, c'est toujours plein. On vend à guichet fermé. Et régulièrement, on remonte les plus grands ballets. Voilà, donc les ballets russes, ça fait partie des saisons russes. Diaghilev a toute sa vie voulu faire de la musique surtout. Il est commencé par la musique, il a fini par la musique. Le ballet à la fin l'embêtait presque, et il s'était découvert une passion, c'était la bibliographie. Et il faisait des ballets pour avoir de l'argent pour s'acheter des livres antiques, et il a fait une collection de manuscrits russes remontant jusqu'au XVIe siècle et qui a été absolument passionnante. Et s'il existait un musée des ballets russes, eh bien vous auriez également tout un musée d'artistes contemporains. Voilà, ben écoutez, je ne vais pas vous en parler plus longtemps, trop longtemps. Prenez la peine d'acheter mon livre, il sortira très bientôt. Je pense que nous sommes en train de décider des dernières illustrations, et il y aura notamment des illustrations du peintre Georgi Shishkin, qui est un des spécialistes du ballet et qui vit actuellement à Monaco, à Monte-Carlo, quoi, en quelque sorte, la deuxième ville des ballets russes avec Paris. Voilà, eh bien écoutez, j'espère vous avoir donné envie. Je n'ai pas voulu vous donner trop de noms pour ne pas fatiguer. Et je vous dis à très bientôt, et le plaisir de vous présenter mon livre est à votre disposition. Là, je pars à Limoges présenter une exposition sur les ballets russes, et il y en aura bien d'autres, je suis persuadé.
Merci de votre attention et au plaisir de vous revoir. Je ne sais pas s'il sera prêt pour le Salon du Livre de la mairie du 5e au début de février. Je l'espère, sinon c'est incessamment sous peu que vous pourrez l'acheter. Merci.